Alors, bonsoir à tous et à toutes. Une fois de plus, je suis ravi de recevoir à nouveau Sarah Baruch. C'est le retour, le comeback après Envole-moi. La première fois a été explosive. Le mot est faible. Je pense que ce sera plus sage cette fois, puisqu'il y a Lisa, vu qu'il y a un témoin, il y a quand même Lisa, l'éditrice. Donc, je pense que tu vas être On ne plus sait sage. jamais. On ne sait jamais, justement, on peut faire des étincelles à deux. Donc, alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Sarah, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns, mais très peu. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par décrire ton parcours d'écrivain, comment tu es arrivé à l'écriture, et ensuite découler le fil pour arriver à ce roman-là qui est particulier dans ta biographie. Alors, l'écriture, ça s'est fait en plusieurs temps. De mon côté, déjà, bonsoir tout le monde, bonjour, très heureuse de vous retrouver. La plupart, je les connais quand même, hein. Donc voilà, ça reste un apéro entre copains, quoi. Voilà. Écoute, j'ai commencé à écrire assez tôt. Maintenant, je suis pas sûre que ça vaille la peine, tu vois, de vous ressortir mon fameux poème que j'avais écrit quand j'avais 6 ans et qui s'appelait Mauvaises herbes en hommage à mon jardin. Euh, puis j'aimais bien les rédactions, j'aimais bien le français, tout ça à l'école. Bon, un peu comme la plupart des gens qui veulent écrire, hein, en réalité. Et puis, j'ai intégré une grande école de commerce et là, ma vie a déchanté parce que je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça mon avenir. Et j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui était auteur à la télévision et qui m'a proposé de commencer à écrire avec lui des interviews pour un animateur à la télévision. Et ça m'a énormément plu et je me suis dit, mais en fait, c'est possible de faire ça et que ce soit un métier et même de gagner de l'argent avec ça. Et voilà, donc j'ai commencé à m'entraîner. On a eu un énorme contrat à honorer qui était d'écrire 1200 blagues carambars, je crois à peu près en un mois. De définir des nouvelles catégories de blagues carambars, sachant que moi, je ne suis pas quelqu'un de spécialement drôle, donc ça a été un véritable challenge. Mais c'est à partir de ce moment-là que dans les blagues carambars, si vous avez des enfants, vous avez pu remarquer qu'à un moment donné, on a rajouté les 3 bonnes raisons d'eux et les c'est quoi le pire. C'était il y a à peu près 15 ou 17 ans. Et ben voilà, c'était mon boulot. euh, et après, j'ai commencé à écrire des histoires un peu plus longues. Et ça m'a pris à peu près 12 ans pour trouver un éditeur. Donc, le tarif quand on débarque. Et voilà, donc c'est le premier roman à être paru. C'était Elle voulait juste marcher tout droit, qui n'est pas l'histoire d'une nana bourrée qui sort de boîte de nuit. On me pose souvent la question, donc je préfère le répéter. Euh, et, euh, et puis ça s'est un peu enchaîné. Enfin, j'ai pas mal écrit ces dernières années. Et là, du coup, c'est mon petit soleil qui me permet de vous parler aujourd'hui. Voilà, donc tu voulais quelque chose de court, c'est ça? Pas forcément, pas forcément. Tu es libre de toutes tes J'ai voulu te longueurs de faire phrases. honneur avec un joli petit fond d'écran, Ouais, mais je l'ai après, vu. j'en ai préparé d'autres. Voilà. Super, super. Grand honneur. J'ai trouvé une Merci. photo où Anthony a gagné un prix au tennis. Voilà. Merci, merci Sarah. Donc voilà, maintenant que tu viens de me mettre très à l'aise, j'aimerais entendre Lisa par rapport à votre rencontre, tout simplement. Déjà, comment vous vous êtes rencontrés? Quel a été le ressenti de Lisa par rapport à ce manuscrit-là? C'est toujours intéressant de voir comment l'éditrice voit le roman de manière sûrement différente des lecteurs, ou en tout cas parfois différente. Donc j'aimerais beaucoup vous entendre, Lisa, sur ce point-là. Alors, bonsoir à tous et à toutes, et puis bonsoir à Bénédicte aussi, que je vois ici et que je salue. Et du coup, j'en profite pour dire un mot, dire que je suis très contente de participer ce soir et qu'il était question que je participe une précédente fois avec Bénédicte. Et que je n'ai pas pu pour cause de Covid, hein. C'est une année où on a tous un peu subi ça. Bon, bah voilà, en janvier, je l'ai eu. Et donc, voilà, je n'avais pas pu participer à ce chouette échange à l'époque et je suis très contente d'y participer ce soir avec Sarah.
et pour ce roman que j'aime beaucoup aussi. Et donc, alors, pour revenir, voilà, on ne s'est pas parlé avec Sarah juste avant, donc on va faire un peu d'impro, des claquettes ensemble. Et donc, pour revenir donc, sur notre rencontre avec Sarah, en fait, elle s'est faite d'abord sur la lecture d'un précédent texte. Mais déjà à l'époque, moi, ce dont je me souviens, ce qui m'a marqué dans notre toute première rencontre et tout premier échange, c'était vraiment sa capacité à raconter à travers des personnages toujours extrêmement forts, extrêmement justes, très denses psychologiquement, des choses très ancrées dans le monde et dans des problématiques sociales, politiques, extrêmement fortes. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment un fil rouge qu'on retrouve dans tous ces livres. Je ne sais pas si vous avez déjà pu lire les précédents, mais c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui est caractéristique, je trouve, de ton écriture, Sarah, et c'est une des choses qui m'a beaucoup marquée. Et c'est, je crois, une des choses dont on a parlé en premier, dans notre première rencontre, et qui est restée, je crois, assez marquante voilà, dans ce lien. Et puis, bah oui, moi, j'ai un souvenir d'une affinité qui s'est ressentie dès le premier rendez-vous. Et qui s'est poursuivi du coup, y compris à la lecture donc, de ce texte qui est devenu ce roman publié là maintenant, puisque le soleil brille encore, et qui s'est poursuivi tout au long du travail éditorial dans un échange extrêmement riche et fluide et très agréable. Voilà, c'est l'occasion de le dire. On n'a pas forcément ni l'occasion de parler voilà, de cette relation très très précieuse, autrice-éditrice en l'occurrence. Et j'en suis très, très contente. Voilà. Je ne sais pas si Sarah, toi, tu as... Ah, moi, pour moi, Lisa, ça a été. Enfin, déjà, sache que tu m'as beaucoup impressionnée la première fois que je t'ai vue, parce que Lisa, elle a vraiment un œil assez laser. Et on sent quand on est dans une même pièce qu'elle qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Voilà. Et bon, moi, c'est pas ma première éditrice du coup, puisque j'avais déjà publié plusieurs romans avant, mais j'ai eu ce sentiment d'être face à quelqu'un qui était plus littéraire que moi déjà et qui peut-être comprenait mieux ce que je faisais que moi-même. Et sache qu'au début, ça m'a un peu impressionnée. Voilà. Je suis arrivée dans ce bureau. Alors, c'était pas très commun puisque ma fille était née il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'on a fait un premier rendez-vous avec ma gamine sous le bras. Et Absolument. voilà. C'est ta spécialité, ça, hein? En dédicace aussi, Ouais. j'ai cru voir. Ouais, c'est ma spécialité et bah, sauf qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore sevrée, donc j'avais prévenu Lisa, j'ai dit j'espère que ça ne te choque pas si à un moment donné, il faut qu'elle bouffe. Bref, c'était un peu lunaire comme premier Alors, ce rendez-vous. qui est arrivé, pardon, hein, j'en profite pour dire que du coup, j'ai vu Sarah être capable de mener une conversation quand même assez sérieuse et tout en Voilà, nourrissant son enfant, effectivement, avec l'énergie qu'on lui connaît. Voilà. c'était assez spé, tu vois. Donc, bon, bref, mais ça ne l'a pas déstabilisé non plus. Enfin, voilà, il y aurait pu y avoir une gêne ou quoi. Bah, pas du tout. On a continué de parler de romans, de psychologie de personnages, d'histoire. Donc, voilà. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'avais connu des échanges avec des éditeurs où j'avais l'impression qu'il fallait que je corresponde à quelque chose. Et là, c'est un peu le contraire qui s'est passé avec Lisa, c'est qu'elle voulait que je cherche véritablement ce que j'avais à dire sur ce roman. Elle ne voulait pas qu'il ressemble à une intention. Voilà, elle voulait que j'aille au fond des choses. Donc, elle m'a orientée sur des scènes qu'il fallait compléter, ou là, il fallait que j'aille plus loin. Enfin, voilà, à aucun moment, elle a essayé de me réfréner ou de faire que ce roman ressemble à quelque chose qu'elle imaginait, elle, mais à m'obliger à puiser en moi. Voilà. Alors, par rapport à cette histoire, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y en a encore quelques-uns ici. Est-ce que tu pourrais raconter déjà l'histoire, mais surtout, alors pas trop en dire, parce que clairement, la deuxième partie, et même, disons, le tiers du livre, il y a quand même cette enquête qu'on n'a pas forcément envie de voir découler ce soir, parce que, il faut quand même qu'il y ait ce petit attrait du lecteur.
Mais pour le coup, comment ce sujet-là s'est imposé à toi? Pourquoi ce livre-là sur une Argentine, une dictature argentine dont on parle très peu en France, et alors que tu n'avais justement aucun lien particulier, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, avec ce pays-là et cette histoire-là. Non, j'ai aucun lien, j'y suis jamais allée, comme je suis jamais allée en Amérique du Sud d'une façon générale, mais déjà, je crois pas que pour écrire sur un sujet, il faut qu'il nous concerne absolument, ou j'irais même peut-être plus loin, je dirais que si on est un humain et qu'on se sent humain parmi les humains, tous les sujets nous concernent en réalité. Et que on a des points de ressemblance dans nos questionnements, dans ce qui nous fait souffrir avec des personnes à l'autre bout de la planète qui n'ont pas du tout la même existence que nous. Donc voilà, je crois que en toute humilité, c'est un peu ça qui me fascine dans l'humanité. Et c'est pareil d'ailleurs à travers l'histoire. Il y a dans ce roman un personnage qui est secondaire, mais que moi j'aime bien, qui s'appelle Dimitri, qui lui, son métier en fait, c'est d'explorer et de déchiffrer les textes anciens qui ont traversé les siècles, qui sont presque devenus illisibles, et de réussir à leur redonner leur sens, à comprendre de quoi ils parlent. Et à un moment donné, j'ai beaucoup cherché qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ce Dimitri dans la vie, et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est un peu le sens que j'ai envie de donner à ce roman. On est un peu des machines à répéter l'histoire, quelle que soit l'époque et quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc oui, moi je suis une petite Parisienne qui n'est jamais en Argentine, mais en même temps, je me sens très proche de mon personnage principal qui, qui se sent obligé de mener une enquête sur son identité. Voilà. Parce que, alors, du coup, je suis ta deuxième question. Euh, je crois que déjà c'est à peu près dans tous mes livres, la quête identitaire. Et qu'est-ce qu'on fait sur Terre si c'est apprendre à se connaître un peu? Je crois que c'est une question à laquelle on n'a jamais fini de répondre parce qu'en réalité, on évolue, on est la somme de ce à quoi on est confronté, on est la somme de réactions, on est la somme de plein de choses. Et pourtant, ce qu'on nous renvoie toujours en cas de crise, en cas de guerre, en cas de... Enfin, voilà, beaucoup de situations, c'est ce qu'on n'a pas forcément choisi. C'est-à-dire être une femme, être un homme. Typiquement, on ne le choisit pas. Notre religion, notre milieu social. Enfin, finalement, quand on nous demande de décliner notre identité, on nous demande des choses qui nous définissent sans qu'on les ait choisies et qui trimballent énormément, énormément de non-dits, de tabous et, et de secrets qu'il faut découvrir avec le temps. Quand on naît, on arrive dans une famille, on arrive au milieu de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ressent mais qu'on ne connaît pas. On arrive au milieu d'un énorme puzzle dont toutes les pièces sont éparpillées, avec certaines qui sont dans d'autres endroits de la maison. Et il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser pour réussir à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et donc cette quête identitaire, en réalité, elle n'est jamais terminée. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on m'a demandé de participer à un projet avec ma grand-mère sur comment se fait la transmission de la déportation et le récit, en fait, je vais la faire courte, mais les rescapés ou les personnes qui ont été cachées pendant la guerre, il y en a de moins en moins. Je sais que ma grand-mère, elle n'est pas éternelle, elle approche des 90 ans. Il y a un moment donné, ça va être à nous, les petits-enfants et les enfants, de transmettre ce qu'ils ont vécu. Et donc, cet ouvrage, écrit par une journaliste, essaye de voir de quelle façon, en fait, la mémoire s'est transmise et de quelle façon on a compris les récits et est-ce qu'on est capable de bien les donner aux générations suivantes. Et ben, moi qui ai passé vraiment ma vie chez ma grand-mère, enfin je veux dire, j'ai dormi chez elle une fois par semaine toute mon enfance. Je suis partie en vacances avec elle, je ne sais combien de fois, des périodes longues, je la vois toutes les semaines, je l'ai au téléphone quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. J'ai encore appris des trucs à ce rendez-vous. Je me dis, mais en fait, ça ne s'arrête jamais.
Parce qu'on ne peut pas connaître complètement une personne, je ne peux pas connaître 90 ans de vie, je ne peux pas connaître les vies qui ont précédé celle de ma grand-mère dans ma famille, etc., etc. Donc, à titre personnel, la quête identitaire, c'est un sujet sans fin dont j'ai déjà parlé dans 4 romans et peut-être que ça ne s'arrêtera pas. Voilà, donc peut-être qu'en ça, oui, je ressemble à mon personnage principal, qui est Sophie, qui s'est construite toute sa vie pour essayer de provoquer un élan d'admiration réciproque de la part de son père, parce que pour elle, son père, c'est absolument tout. C'était un ancien ténor du barreau qui est devenu magistrat et qui, là encore, a brillé toute sa vie, qui s'est engagé toute son existence à défendre les droits de l'homme à travers, enfin en tout cas en France et à travers le monde. Et elle, à son petit niveau, elle a essayé de devenir une bonne avocate, ce qu'elle a réussi au risque de faire exploser son mariage, au risque de délaisser sa petite fille. Et elle a fait tout ça parce qu'elle n'a jamais véritablement trouvé sa place dans sa famille. Comme elle le dit à un moment donné, il y a 2 clans dans sa famille, il y a sa mère et sa sœur, et puis il y a elle et son père. Sauf qu'au début du roman, on apprend que son père va mourir, qu'il est très malade et que le pilier de Sophie, du coup, va s'effondrer. Et à partir de là, elle va faire une découverte, en fait, qui va remettre en question tout ce qu'elle a toujours cru savoir sur elle et son histoire. Elle qui pensait que ses parents avaient fui l'Espagne franquiste suite à un terrible drame, un grand incendie, et qui c'était devenu un sujet tabou dans la famille. Ils s'étaient toujours promis de retourner tous en Espagne, mais ça ne s'était jamais fait. Et ben, elle va se rendre compte que peut-être que dans cette histoire, il y a des failles. Et elle va essayer de faire comme si elle ne comprenait pas la vérité, comme si cette vérité ne lui éclatait pas au visage. Elle va tout faire pour la refouler jusqu'à ce que son corps l'oblige à affronter ses démons. Et elle va devoir mener une enquête qui va la conduire jusqu'à Buenos Aires, en Argentine, au cœur de la dictature et des bébés volés. Voilà. Alors cet événement qui déclenche, qui fait basculer le récit, il arrive quand même extrêmement, alors pas extrêmement tard, mais en tout cas, on est à la moitié du livre. J'ai l'impression que tu aimes quand même épuiser un peu ton lecteur. Tu aimes le malmener un peu. Il faut que tu prennes le temps. Je trouve que vraiment le rythme à chaque fois est souvent crescendo, et pour Envole-moi, c'était un petit peu pareil aussi. Euh, je trouve que tu prends bien le temps d'expliquer les personnages, la psychologie des personnages, l'histoire, leur passé, leurs craintes, leurs failles. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Tu veux impliquer le lecteur? On est quasiment dans un page-turner, hein, clairement, puisque ça va s'enchaîner extrêmement vite. Ça monte crescendo, extrêmement crescendo, mais la bascule, le point de bascule, même si on le sent venir, on le sent, on le sent venir, mais il ne vient pas encore. On attend encore la confirmation de ce qu'on pressent. Est-ce que c'est cette volonté-là que tu as de véritablement faire languir un petit peu le lecteur? Alors, je n'ai pas la volonté de faire languir, mais ma volonté, en fait, c'est d'essayer le plus possible de montrer que les choses sont complexes et que la complexité de la vie, elle se niche dans des détails. On ne peut pas comprendre, par exemple, à quel point Sophie, pour elle, tu parles de ça parce que ça, c'est tout au début, et du coup, ça dévoile rien de l'histoire, mais par exemple, lorsqu'elle va à l'hôpital pour accompagner son père dans la maladie, il est vraiment très mal en point et elle sait qu'il ne va pas s'en sortir, elle se dit, il faut qu'on parle de droit parce que ça nous a toujours sauvés. Et on est beaucoup comme ça, hein, lorsqu'on a un proche que l'on aime énormément qui arrive vers la fin de sa vie, on n'a pas envie de parler que de choses glauques, on a envie de se créer des bons moments et de se créer encore de beaux souvenirs si c'est possible. Et donc si je me dis cette phrase comme ça et que je m'arrête là, il y en a qui vont comprendre, il y en a plein qui vont se dire, bon, bah voilà, j'ai besoin en fait de montrer
qu'est-ce que j'entends par là, et donc de raconter un épisode qui va être douloureux, où je montre que ça n'est pas arrivé par hasard, que sur le lit de mort de son père, Sophie, elle se dit, il faut absolument que je gagne mon procès en cours qui est mal barré, parce que mon père a besoin que je lui raconte comment je vis le droit, comment il m'a transmis ce flambeau. Et donc, si je ne raconte pas qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte à un stage très difficile et capital pour elle, et que du coup, elle a préféré se faire avorter, et qu'elle n'a même pas pris 2 jours pour se faire avorter, qu'elle est retournée après avoir pris sa pilule avortive à son cabinet où elle était en stage, et qu'elle a avorté dans les toilettes, et que son père l'a appelée 5 secondes plus tard, et qu'elle lui a dit, et qu'il lui a juste posé des questions sur son stage, et qu'elle lui a répondu comme si de rien. On peut La pas scène est très comprendre. dure d'ailleurs. La scène est très dure, celle-là. Mais on ne peut pas comprendre ce qui se niche derrière tout ça et la profondeur qui se niche derrière tout ça. Donc, ce n'est pas une volonté de faire languir, c'est vraiment de montrer que, a priori, un papa qui appelle sa fille pour lui demander comment se passe son stage, c'est normal et ce n'est pas grand-chose. Mais si je ne raconte pas tout ce qui s'est passé derrière et la complexité de cette situation, on ne comprend pas l'ambiguïté et l'ambivalence des sentiments. Enfin, en tout cas, je ne saurais pas faire autrement. Voilà. J'ai besoin d'expliquer. Et par Si je rapport... peux, Oui, pardon, Lisa. mais si je peux abonder dans le sens de Sarah, sans être du tout objective, hein, mais je crois que c'est exactement comme ça qu'elle parvient à donner cette densité à ces personnages dont je parlais, et c'est effectivement en faisant ce qui peut paraître des détours au départ, en montrant des scènes, notamment je pense à la relation entre les 2 sœurs, qui est extrêmement très bien décrite et très bien montrée. Mais c'est par tous ces petits détails qu'elle parvient à rendre cette complexité des personnages. Et en même temps, le tour de force, c'est qu'elle parvient à le faire sans effectivement créer de longueur, c'est-à-dire en distillant petit à petit des éléments qui font monter cette tension, qui arrive finalement à ce point de bascule et qui fait qu'on a l'impression d'être dans un page-turner qui avance. C'est-à-dire qu'on a à la fois des détails sur la psychologie des personnages et en même temps sur la narration qui font avancer tout ça. Merci, chef. Si vous êtes d'accord, alors c'est déjà un très bon point. Ça tombe assez bien quand même, hein, je trouve. Ça tombe assez bien, ça tombe assez bien. Isabelle. Oui, bonsoir à toutes les deux, merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors, en fait, ça va dans le sens d'Anthony. Moi, je trouve que ce qui nous laisse sur le fil, justement, c'est cette tension de Sophie qu'on sent plonger, s'embourber dans son truc, et elle s'en sort jamais. Elle refoule tout au fur et à mesure. Et je trouve que c'est ça qui est super page turner, dans le sens où on se dit, mais mon Dieu, mais elle va aller jusqu'où dans son Dans parce le qu'elle déni sombre en quasiment. même temps. Elle sombre complètement, donc c'est assez effroyable. En même temps, alors, on sait pas, on se doute quand même qu'effectivement, il s'est passé quelque chose dans la vie de cette jeune femme, dans la mesure où, en plus, il y a le parallèle avec... il y a tout de suite l'Argentine qui apparaît. Et je trouve que ce qui est du coup très page turner aussi, c'est le fait qu'on sait qu'il y a un lien entre les deux, on sait que c'est elle le lien, et en fait, on ne sait pas du tout, et c'est ça qui nous pousse vraiment tout au long du roman. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti. Je ne pense pas trop... je pense pas trop être en désaccord avec mes co-lectrices. Mais voilà. Non, mais du coup, enfin, c'est vraiment... on est super angoissé en même temps. En même temps que les personnes... Enfin, je trouve qu'on t'arrive à faire en sorte qu'on ressent vraiment ce que ressentent les personnages. Et moi, ça me grattait, quoi. J'avais les yeux, les sourcils, les bras qui me grattaient. Enfin, on est aussi mal qu'elle à un moment donné. Tu nous mets vraiment dans la même situation que tes personnages, totalement en danger, totalement sur la brèche comme eux. C'est très réussi. J'ai beaucoup... Bon, déjà, moi, la somatisation, peut-être qu'il y en a s'ils n'ont pas lu, effectivement, Sophie a beaucoup de tocs dès le départ. Elle est extrêmement maniaque. Et dès qu'elle sent que quelque chose ne va pas, elle a tout de suite des démangeaisons. Elle fait une sorte Le d'eczéma. sourcil.
Ouais, voilà, elle s'enlève les poils du sourcil. Et bref, ce sont que des attitudes de personnes euh, qui veulent contrôler parce qu'elles sentent bien qu'elles ne contrôlent rien. Et ça, bon, moi, la psychologie, ça m'intéresse énormément. Je fais une psychanalyse depuis des années, mais parce que je trouve qu'en réalité, tout se joue là, qu'on est tous confrontés à du refoulement, à du déni. Enfin, c'est le fonctionnement même du cerveau. Donc, enfin voilà, on passe tous notre vie à faire des lapsus dingues et à offrir aux autres une vision très claire de nos problèmes quand nous-mêmes, on ne les voit pas. On s'enferme dans des schémas répétitifs sans le comprendre. Enfin voilà, il ne suffit pas d'une vie pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc voilà, je voulais un personnage dont le corps est en train d'imploser parce que devant elle, il y a une lumière trop aveuglante et qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas y aller parce qu'elle a peur que sa vie soit bouleversée. Donc effectivement, il y a une tension comme ça qui est sa propre tension à elle jusqu'au moment où elle va devoir lever le voile sur sa vie parce que ça devient une question de vie ou de mort. Elle s'est mise elle-même dans un état tel que si elle n'affronte pas ses démons et donc la réalité, elle va y rester. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. La note, on verra si on te met une note ou pas. Par rapport à ce sujet-là, c'est vrai, Isabelle aussi a pointé aussi du doigt cette Argentine qu'on voit poindre au départ, mais je mets au défi quiconque de savoir quel est le véritable sujet. Et Jean-Marc le disait aussi, je crois, dans sa chronique, il parlait de la petite histoire dans la grande histoire. C'est un petit peu ça, en fait. Personne ne se doute au bout des 200 ou 150 premières pages, peut-être, qu'on va parler de ça. Alors qu'en principe, avec un sujet pareil, en principe, un auteur nous en met plein la vue dès le début. Là, pour le coup, une fois de plus, tu te fais désirer sur ce sujet-là. C'est véritablement, je trouve que c'est ton gros point fort aussi sur ce livre-là, c'est d'arriver à faire languir ce lecteur-là. Et là, pour le coup, sur le sujet aussi important que l'Argentine et la dictature, et les enfants évidemment volés, tu nous fais attendre. Je crois que... Enfin, je ne suis pas là pour donner un Mais cours d'histoire. j'ai adoré ça, hein. Ah oui, bah, ça ne m'étonne pas que toi, tu aimes ce genre de choses. Qu'on ne te cède pas comme ça tout de suite directement, évidemment. Et là, il y a toutes les meufs qui rigolent, là. Non, mais je ne suis pas là pour donner un cours d'histoire et moi, je n'ai jamais retenu ni les dates, ni les traités, ni tous ces trucs-là. Moi, ce que je retiens, c'est quand une personne me raconte son histoire, dans l'histoire. Et pour quelque chose qui s'est passé donc, à la fin des années 70, donc de 76 à 83, vu que mon roman il est contemporain, il ne peut y avoir que les réminiscences, que les relents de cette histoire. Donc je prends des personnes aujourd'hui avec ce qui reste de tout ça et les conséquences de tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans l'histoire aujourd'hui, pas de raconter tout ce qui s'est passé depuis 40 ans. C'est-à-dire que, encore une fois, de la même façon que quand un bébé arrive et qu'il reconstitue le puzzle, pour moi aussi, il s'est agi de reconstruire le puzzle de cette histoire que je ne connaissais pas tellement plus que vous, quoi, avant d'écrire là-dessus. Enfin, il y en a d'ailleurs qui sûrement connaissaient plus que moi cette histoire. Mais enfin voilà, j'ai besoin de voir comment la grande histoire se manifeste dans des situations, dans le quotidien des personnes, une fois que pour tous les autres, c'est terminé. Et tu vois, par exemple, une scène qui m'a donné pas mal de difficultés, donc, je peux en parler aussi, ça dévoile rien. On suit en parallèle l'histoire de Seul,
et de son fils Nahuel qui vivent à Buenos Aires. Et on sent bien que Nahuel est le fils de Sol, qui sombre dans l'alcool depuis des années, qui a un terrible secret qu'elle n'arrive pas à avouer, qui est en train un peu de devenir folle. Enfin voilà, on assiste à ça et en même temps, elle n'a pas les moyens de sombrer complètement dans sa folie, hein, donc il faut qu'elle travaille elle est complètement en décalage. Et pour moi, ça aussi, c'est très important parce que quand on a vécu un drame, que l'histoire vous a rattrapé avec un drame, quand la vie reprend, on est censé passer à autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Sol. Elle a vécu la dictature, elle en a payé un très, 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 très lourd tribut. Et malgré tout, on n'accepte pas dans cette société qu'elle sombre dans l'alcool ou qu'elle n'arrive pas à travailler comme le reste des personnes. Et donc, il y a cette scène à un moment donné dans le self de l'entreprise où elle travaille, où elle ne trouve pas de table, pas de table toute seule. Elle doit s'asseoir avec des jeunes beaucoup plus jeunes qu'elle qui vivent un drame terrible parce qu'il y en a une qui a couché avec un garçon qui ne la rappelle pas. Et le monde est en train de s'effondrer pour cette jeune femme très désireuse d'être amoureuse, de tomber amoureuse. Et elle est en train de raconter ça à table et autour d'elle, ses amis sont avec elle. Je raconte ça comme si c'était vraiment une épreuve, alors qu'en face, il y a Sol qui a vécu la dictature. Et elle travaille dans la même entreprise. Et je crois que dans notre quotidien, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'ont traversé les gens autour de nous. On est dans une société où il faut avancer. On est dans une société où il ne faut pas regarder en arrière. Même là, voilà, la vie reprend. On est tous les cafés, les machins, les trucs. Alors qu'il y a des milliers de personnes qui ont perdu des proches du Covid ou d'autres maladies. On est dans cette obligation d'avancer, de regarder l'histoire quand on nous prévient. Attention, là, je vous donne un cours d'histoire, plutôt que de la regarder dans la façon dont on vit. Voilà. Et je ne sais pas si c'est clair, si je m'exprime bien, mais c'est plus que clair. C'est extrêmement juste ce que tu dis. Et donc voilà, j'essaye de me dire comment ça se manifeste dans le quotidien, dans l'après, les traumatismes de la vie ou de l'histoire ou des problèmes sociaux. Voilà. Et là-dessus, je me sens plus légitime parce qu'on est tous humains, encore une fois, et libre à nous d'imaginer comment, quand on a vécu quelque chose d'aussi terrible que ce qu'a vécu Sol, on peut revenir à la vie, et surtout comment on vit le fait que ce soit obligatoire. Voilà, parce que sinon, on est un poids pour la société, parce que sinon, Sol, elle a un autre fils, elle ne peut pas se permettre de sombrer totalement. Il faut qu'elle continue à avancer. Comment on fait pour pas devenir fou et se dire que la vie est absurde quand autour de nous, il y a une jeune femme qui est prête à limite se suicider parce qu'elle n'arrive pas à tomber amoureuse, alors que toi, tu as encore des cicatrices, des tortures que tu as subies. Voilà. Valé Gauthier. Oui, pardon. Ça va mieux aller avec le micro, je crois. Bonsoir Sarah, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Dans ce qu'a présenté Anthony par rapport à l'installation de l'histoire pendant un certain nombre de pages, peut-être une centaine de pages, ce que j'apprécie justement dans cette façon que tu as d'écrire, Sarah, c'est tu mets en place tous les paradoxes qui appartiennent à chacun de tes personnages. Et ces paradoxes, ils ont le droit d'être juxtaposés, d'être les uns à côté des autres, et on les comprend. Alors que peut-être dans la vie un peu tous les jours, on passe par-dessus ça. On n'a pas envie qu'il y ait de paradoxes, on n'a pas envie de les voir l'un à côté de l'autre. On a envie qu'il y ait une chose qui en exclut une autre, parce que c'est plus simple pour nous d'appréhender ça de cette façon. Et dans tes romans en général, il n'y a pas ça. Il y a justement tout ce questionnement autour de comment on fait pour combiner ces paradoxes, comment on fait pour les vivre, en tout cas, comment font tes personnages. Mais évidemment, ça nous renvoie à comment on fait nous. En tout cas, moi, je le prends de cette façon-là. Je vais aussi, du coup, analyser une situation que peut-être j'ai vécue au travers de tes mots. Et je me dis, en fait, oui, il y avait ce paradoxe et comment j'ai réussi, moi, à juxtaposer ça. Hein. En fait, oui, il y a eu ça. Et vraiment, cette façon que tu as d'écrire, je pense que c'est ce qui, en tout cas moi, en tant que lectrice, me rend
aussi proche de ton type d'écriture. C'est ça que je cherche. Je cherche ces questionnements, je cherche ces interrogations. Et je n'en cherche pas forcément la résolution par A plus B, par un modèle tout fait, par un modèle consensuel, par un modèle sociétal. Voilà, enfin, comme tu l'auras compris, j'ai adoré ton roman. J'encourage tout le monde à le lire. Et puisque le soleil brille encore... Et puis moi, je veux juste rajouter bonsoir à tous et salut Sarah, coucou. Moi, je rajoute juste quand elle m'a enfin laissé accéder au livre, hein, puisqu'elle a fait ma base dessus. Moi, tu m'as chopé tout de suite, quoi, avec tous tes personnages. Vraiment, je te donnerai mon ressenti un peu plus dans quelques jours, vraiment. Mais ouais, tu m'as happé vraiment tout de suite. Ouais, aussi par toute cette psychologie et puis par ces personnages assez forts. Et en même temps, tu as tout qui se met en place très très vite et l'histoire commence vraiment tout de suite malgré toute cette mise en place super importante. Enfin, moi, tu m'as vraiment chopé comme rarement, très clairement. Voilà, bon, tu le sais, hein, j'ai vraiment adoré et, et puis bah, j'ai hâte de pouvoir t'en parler un peu plus bientôt. On t'attend de pied ferme. Arnaud et Valérie, enfin, Arnaud a une librairie et je viens les Merci. voir en Suisse dans quelques jours. Donc voilà. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Pauline? Alors bonsoir à tous, bonsoir Sarah, bonsoir Lisa. Alors moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, on est complètement happé dans l'histoire. On a fait une lecture commune avec quelques vlilleuses, on avait du mal à s'arrêter à la partie qu'on s'était imposée. On avait vraiment envie de continuer à chaque fois et c'est dur, hein. Vraiment, le lecteur est vraiment malmené, hein. Comme Lisa, on se grattait, on vit avec Sophie. Alors moi je voulais te parler du titre parce que donc, puisque le soleil brille encore, donc c'est un peu aussi une histoire de se mettre un coup de pied aux fesses pour dire d'avancer malgré tout ce que tu viens de dire. Et je voulais savoir s'il y avait un clin d'œil justement avec l'Argentine, avec le soleil qu'on trouve au milieu du drapeau argentin. Oui, ça c'est sûr que... Alors, ça a été une grosse prise de tête, ce titre, hein, Lisa pourra vous en parler. Je ne savais pas du tout comment l'appeler. Toute une histoire, hein, les titres avec toi quand même. Hein. Franchement, mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout et en réalité, parfois quand on écrit un texte, on sait à peu près de quoi ça parle au début, puis on se rend compte à la fin non, c'est pas de tout de ça dont ça parle, et puis ou alors c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Enfin, c'est compliqué. Et puis moi, j'ai toujours tendance à être un peu dark, hein, alors que, bon, voilà, je suis intimement persuadée que la vie est lumineuse et que voilà, oui, on est là pour travailler, pour comprendre des choses, mais que ça fait du bien de se relever d'une épreuve. Donc, j'aimerais pas avoir une vie où il se passe rien, où j'ai pas de combat à mener, où j'ai pas d'épreuves à surmonter. Bon, bref, petite parenthèse. Donc, Lisa m'a dit que ce serait peut-être pas dégueulasse si il y avait un peu de lumière dans mon titre, si de temps en temps je pouvais montrer ce côté-là de ma personnalité et pas toujours la névrose. Voilà. Donc, j'ai compris le message et elle m'a dit, écoute, essaye de chercher autour de la lune ou du soleil parce que ça a quand même une importance dans le roman. Donc, au début, j'étais partie sur « Et la lune souriait » qui est devenu un titre de partie et qui, évidemment, a lui aussi plein de sens pour ceux qui ont lu le roman et qui peuvent comprendre. Pour les autres, je vous invite à lire le roman. Et ce n'était pas encore assez lumineux pour madame. Et je me suis dit, bon, on va reprendre les choses. J'ai essayé de tourner. Alors, d'abord, je suis partie du drapeau argentin où effectivement, il y a un soleil. Et je me suis dit, mais le soleil, c'est quoi? C'est la lumière. Et quand on parle de vérité, quand on dit qu'on fait la vérité sur quelque chose, on dit qu'on fait la lumière. Et donc, j'aimais bien ce côté un peu ambivalent de se dire que pour atteindre la lumière, souvent on la voit beaucoup mieux quand on traverse un couloir sombre, donc la lumière ressort mieux quand elle est au bout d'un chemin difficile. Et pour Sophie, ce chemin difficile, c'est sa quête de vérité.
Donc, j'aimais bien cette cohérence. Et puis, bien sûr, je me suis dit que déjà, ce soleil sur le drapeau argentin lui-même signifie plein de choses. Hein. Les rayons ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des références à l'histoire argentine, il y a des références aux Incas, etc. Enfin, ce soleil est très, très, très chargé déjà dans le drapeau. Mais au-delà de ça, je me disais, le soleil, c'est aussi le feu. Et le feu, pour moi, ce sont les braises de l'histoire qu'on n'a toujours pas éteintes. Donc oui, ce feu, c'est ce qui éclaire, mais c'est aussi ce qui embrase. Et j'ai aimé l'idée de trouver un titre avec plein de sens possibles, c'est-à-dire que oui, voilà, c'est lumineux, c'est la lumière au bout du chemin, mais c'est aussi ce qui continue d'embraser toute une partie de la population. Et en fait, ça représente les deux familles, ou en tout cas les deux groupes de personnages. Il y a d'un côté la lumière à trouver au bout du chemin pour Sophie et les Parisiens, je dirais, et de l'autre côté, la lumière du soleil qui continue d'embraser pour Nahuel et sa mère. Voilà. Oui, je suis très longue, je sais. Non, mais j'aimerais bien avoir le débat avec Lisa justement sur votre travail entre toutes les deux, notamment sur le texte. Et on reviendra peut-être aussi sur la structure du texte, puisque ça n'a pas dû être simple. Et on en avait déjà parlé, j'ai eu la chance d'être un petit peu dans les secrets de Sarah. Mais c'était complexe justement de mêler ces deux histoires, ces deux, pas temporalités, puisqu'on est sur la même temporalité, mais au moins sur les lieux géographiques et sur les ressentis de chacun des personnages. Mais avec Lisa, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé justement ensemble. Votre relation est fluide, certes, mais quand on travaille sur le texte, c'est souvent ardu. Donc, quel a été votre lien à toutes les deux? Alors, je n'ai pas le souvenir justement que ça a été compliqué ou ardu pour le coup. Oui, on a travaillé et notamment on a travaillé minutieusement à ce que la construction justement soit tendue vraiment d'un bout à l'autre. Et j'en profite pour parler de Cécile Rivière, qui est l'éditrice qui travaille avec moi et qui a fait un super boulot justement de précision, de minutie sur cette construction pour qu'on veille. Donc, on était 3 en fait, vraiment à bosser sur ce texte. Donc Sarah, évidemment, la première et la dernière aussi. Mais entre-temps, on a fait un jeu vraiment de ping-pong, donc Cécile, Rivière et moi, pour faire en sorte que chaque élément soit vraiment à sa place et pour faire en sorte que ce suspense dont vous parlez tous, et donc je suis très contente de voir que ça fonctionne, tienne jusqu'au bout. Donc effectivement, comme vous disiez, on a des éléments qui sont là dès le début. Il y a cette alternance, ce va-et-vient entre Paris et l'Argentine, entre Sophie et Sol. Et en même temps, presque jusqu'au bout, on ne sait pas exactement ce qui s'est joué. Et donc, il y a eu vraiment un travail très, très minutieux de ce point de vue-là, en termes de construction, de déplacement, en fait, de passage d'un endroit à l'autre, pour garder cette tension jusqu'au bout. Et en faisant en sorte, justement, qu'il n'y ait jamais de longueur et que tout soit à sa place, et de tenir tout ça jusqu'au bout. En faisant en sorte en même temps qu'on ait le sentiment en sortant du livre, moi c'est quelque chose vraiment auquel je tenais et qui rejoint cette discussion sur le titre d'ailleurs, qu'on ait le sentiment, après être passé par des moments graves, par des moments durs, des passages qui sont effectivement assez bouleversants, douloureux, on sort quand même, je trouve, du texte avec le sentiment d'une reconstruction, avec le sentiment qu'on est arrivé quelque part avec Sophie elle-même, qui, après être passée par cette dégringolade, où on se dit mais jusqu'où elle va pouvoir aller et jusqu'où est-ce qu'elle va pouvoir tenir, en même temps, il y a tout ce mouvement qui est très fort de reconstruction de son identité, d'elle-même, et puis voilà, de tous ces liens qu'on comprend et qui se reconstruisent un peu sous nos yeux, quoi. Voilà. Et je ne sais pas, Sarah, si toi, tu veux, je sais pas, compléter avec le sentiment que toi, tu as pu avoir. Mais en tout cas, pour moi, c'était franchement, c'était assez passionnant de faire ce travail-là, presque
de puzzle, quoi, en veillant à ce que tout soit à sa place. Et Sarah est une autrice justement extrêmement rigoureuse et avec un rapport presque artisanal à l'écriture. C'est-à-dire que voilà, on sent qu'il y a des thématiques, des questionnements qui viennent profondément d'elle et je trouve que c'est ce qui est très très beau dans ce génial métier d'édition, c'est quand on sent qu'un texte est nécessaire pour la personne qui l'écrit. Et qu'en même temps, à la fin, il devient important, voire essentiel pour ceux et celles qui le lisent, quoi. Et tout ce processus-là, c'est génial d'être dans le passage de l'un à l'autre. Et tout ce mouvement-là, il se fait aussi par ce travail un peu artisanal de l'écriture et qui est une phase assez géniale. Et avec Sarah, ça l'a été vraiment d'un bout à l'autre, quoi. Ouais, ben je partage complètement. Et enfin, moi, j'ai effectivement ce truc, quand on me dit quelque chose qui me semble tout à fait vrai, j'ai pas à me draper dans ma fierté pour argumenter. Enfin, je veux dire, les remarques que Lisa m'a dites quand elle a lu le texte, c'était tellement vrai en fait que, parce que je me rappelle, elle m'a dit non mais vas-y, assieds-toi, tu veux un verre d'eau, genre je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va me dire en fait, moi t'en avais pas tant que ça des remarques sur le fond, tu vois. Et finalement, on a discuté dans son bureau, on a trouvé la moitié des solutions déjà ensemble dans le bureau. Mais voilà, c'était tellement bien pensé que je me suis dit, oh bah ouais, mais tu as complètement raison. Enfin, je ne sais pas comment réagissent les autres, mais moi, quand je me rends compte que je me suis plantée ou qu'il y a une idée qui ne passe pas parce que je n'ai pas su l'amener, je ne vais pas me bagarrer pour dire si c'est ça. Enfin, c'est très objectif en fait. Enfin, je ne peux pas me battre pour dire que 2 + 2, ça fait 5 quand on me montre que ça fait 4, quoi. Bon, là, il y a eu plusieurs points où je n'avais pas... Oui, mais Sarah, ça c'est plus... Là, c'est plus une question mathématique, mais en littérature, c'est quand même beaucoup plus subtil. Comment tu arrives justement à déceler que Lisa a raison, alors que justement les mots dans ta tête ont été déjà pensés comme ça? Alors, pardon, du coup, moi je réponds de mon côté. En tout cas, moi, je considère que mon boulot, c'est de faire en sorte qu'un texte soit le meilleur qu'il puisse être. C'est-à-dire qu'il soit... et je reviens, et ça m'a vachement touchée ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, quand tu disais que tu avais l'impression que je ne venais pas plaquer quelque chose ou transformer ce que tu faisais pour que ça colle à quelque chose que moi je pensais de mon côté. Moi, il y a un moment où quand je lis un texte, et je ne saurais pas vous expliquer comment et pourquoi, mais j'arrive à mettre le doigt sur ce qui fait que là, il risque d'y avoir une confusion pour le lecteur ou la lectrice, que en fait, à cet endroit-là, si on, j'en sais rien, si on resserre, si on développe, si on change un tout petit peu les choses, en fait, ça permettra de mieux comprendre ce que l'auteur ou l'autrice a voulu dire, ou voilà, de rendre les choses plus fortes, plus évidentes. Voilà. Donc, et tout ça, ça se fait effectivement dans un échange permanent. Et c'est jamais moi qui ai le dernier mot, c'est toujours, là en l'occurrence, Sarah. Et c'est pour ça que je disais, assieds-toi, prends un verre d'eau, on va discuter. Non mais bon, voilà, blague à part, c'est parce que c'est ça qui est super important, c'est qu'effectivement, les solutions, on les trouve ensemble. Moi, je ne suis pas là pour apporter des solutions, je suis là pour mettre le doigt en me disant, là, il me semble que voilà, ça pourrait être plus... En fait, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je vais te donner un exemple, à vous donner un exemple. Dans la première version, je montrais une Sophie encore plus maniaque que ce qu'elle est. Limite, c'est limite si elle insultait pas ses stagiaires d'avoir mis des miettes par terre. Et je crois qu'il y avait même un moment où elle nettoyait le cabinet. Ça t'aurait trop ressemblé, ça. Donc du coup, non, je plaisante. Et là, Lisa m'a dit, écoute, je trouve que c'est beaucoup plus touchant. Déjà, il faut quand même qu'on s'attache à elle, c'est ton héroïne. Si on a l'impression d'être face à une tarée, elle ne m'a pas dit ça comme ça, hein, je schématise, mais en gros, si on est face à une tarée
qui part vraiment très très loin tout de suite dans la maniaquerie, j'ai peur qu'on ne soit pas avec elle et que du coup, on n'ait pas l'empathie et cette tension de voir que ces symptômes s'aggravent avec le temps si tout de suite il y en a trop. Et je me suis dit, mais elle a raison, j'ai quand même besoin qu'on l'aime, cette Sophie. Et j'ai besoin de montrer, et du coup, j'ai pas appliqué, j'ai pas enlevé des lignes, mais je me suis dit, en réalité, si je montre son conflit intérieur, c'est-à-dire que oui, elle va faire une remarque, elle va obliger ses stagiaires à déjeuner dehors parce qu'elle ne supporte pas les odeurs de bouffe, mais en même temps, elle voit qu'elle est tarée. Et c'est une ligne. Je crois que je dis, oui, je sais que j'abuse. Je crois que je lui fais dire ça au personnage. Et c'est ça que j'ai une ou deux fois, oui. Une ou deux voilà. fois, je crois. Ouais. Et c'est ça que j'ai rajouté suite à la discussion avec Lisa. C'est-à-dire que j'ai enlevé 2-3 lignes, mais j'ai surtout rajouté son conflit intérieur. Et je me suis dit, ça lui donne de l'humanité. Et moi, ce que j'ai besoin pour qu'on s'attache à elle, c'est de montrer son humanité. Si je montre juste une tarée qui ne se questionne pas, personne ne va l'aimer parce qu'on n'aime pas les gens qui sont tout seuls dans leur tête et qui ne se questionnent pas. On est beaucoup plus en empathie avec quelqu'un qui voit bien qu'il est taré, mais qui n'arrive pas à faire autrement. Et là, je trouve que ça ne trahit pas du tout ce que j'avais envie de dire, puisque moi, Sophie, depuis le début, je la pensais comme quelqu'un qui a totalement conscience qu'elle débloque, mais qui ne peut pas faire autrement. Sauf que je l'ai davantage montré dès le début. Voilà. Et ça se joue, encore une fois, ce n'est pas beaucoup. C'est une phrase par-ci, une phrase par-là. Mais pour moi, pour le coup, c'était mathématique. Tu vois, c'est en ça que, oui, l'écriture, on peut faire un débat là-dessus, mais il y a un moment donné, tu as des arguments qui sont très objectifs. Voilà. Oui, je comprends tout à fait. Et la limite est très ténue, hein, pour le coup, pour l'empathie sur elle, très ténue. Ça se passe en effet sur quelques phrases qui nous rattachent un petit peu, qui nous raccrochent un petit peu derrière elle, mais en effet, c'est très fin, c'est très, très limite. Je suis persuadé que certains lecteurs pourraient la trouver peu empathique, en tout cas dès le début. Et puis après, je pense que la relation avec ce personnage-là va s'améliorer. Mais oui, oui, tu as tout à fait raison. Voilà. Tu expliques Donc, très bien ton livre, Sarah. non, mais ça, c'est. Je me suis dit comment cette remarque de Lisa, je peux la faire vivre à d'autres moments. Par exemple, je me disais, j'ai peut-être pas assez exploité la relation avec sa fille, qui existait déjà dès le départ. Encore une fois, j'ai pas rajouté 50 pages, etc. Mais je me suis dit, on voit bien que elle a conscience aussi que sa fille, elle n'est pas dupe, hein. Elle a beau être toute petite, elle voit bien que sa mère, ça tourne pas rond. Et ça, c'est dès le début, hein. En gros, elle est tellement maniaque, Sophie, que quand sa fille va chez son père une semaine sur deux, elle jette tout ce qui a été entamé parce qu'elle a très très peur qu'il y ait des fourmis ou des bestioles. Donc voilà, si la petite a commencé un sachet de coquillettes, elle va jeter le sachet de coquillettes. Et sa fille de 8 ans supporte pas de gâcher parce qu'elle considère qu'il y a trop de gens pauvres sur Terre. Donc elle préfère aller donner la bouffe que sa mère va jeter au clochard plutôt que sa mère la jette. Et donc, ce passage-là existait. Mais ce que j'ai rajouté, c'est le désarroi de Sophie qui voit bien que sa fille n'est pas dupe, mais qui ne peut pas, encore une fois, faire autrement. Qui aime de tout son cœur sa fille et qui regrette de donner cette image de maniaquerie à sa fille, mais qui ne peut pas faire autrement. Voilà. En fait, j'ai essayé davantage de creuser l'ambivalence pour qu'on ait accès à l'humanité de ce personnage et pas uniquement aux conséquences de ses démons intérieurs. Et c'est comme ça que j'ai compris la remarque de Lisa. Voilà. Et c'est là, côté éditrice, que c'est assez génial quand on voit une autrice qui va même plus loin que ce que nous, on avait pointé et qui trouve des solutions auxquelles moi, j'avais évidemment pas pensé, quoi. Et c'est assez génial, du coup, à la deuxième lecture, de se dire « Oh, mais là, ça y est, ça change tout. » Et hop, quelques mots, quelques phrases, tac, tout prend un sens différent. Et effectivement, je crois qu'on a cette ambiguïté en ayant accès davantage à l'intériorité, en fait, de Sophie, et qui fait que c'est une sorte d'anti-héroïne, mais touchante, quoi. Elle est dingue, mais on l'aime bien. Un peu comme Sarah. On l'aime beaucoup, par contre. Ouais. Elle est dingue, mais on l'aime beaucoup.
C'est un petit peu le petit poussé en réalité, hein. Tu sèmes énormément. C'est un petit peu ça. Bon, bref, Karine, c'est à toi. Tu attends depuis longtemps, pardon. Bonsoir à tous. Bonsoir Sarah. Il y avait 2 points que je voulais aborder avec toi. Alors le premier, comme tu sais, je suis une lectrice de la première heure. Je sais. Et dans ce roman, c'est celui où j'ai le plus ressenti une part de toi. En fait, je lisais et je disais, ça c'est tout à fait Sarah, ou ça, elle l'a écrit comme un exutoire parce que c'est complètement à l'opposé d'elle. Et ça a donné une authenticité. Si, il y a des choses qui sont à l'opposé d'elle quand même. C'est vrai, Et, il est vrai. Et je trouvais que il y avait une authenticité dans ce roman, mais comme si vraiment, et ça rejoint ce que disait Lisa, quoi. On te sent à l'intérieur et le changement qui se produit en toi à la fin. Et ça m'a énormément touchée. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la temporalité. Le roman, il commence en novembre 2015. À cette période, il y a des événements dramatiques en France. Et est-ce un choix de faire que Sophie, tellement focalisée sur sa douleur de perdre son père, que c'est tellement fort qu'elle en oublie, qu'elle occulte tout ce qui se passe autour d'elle. Je veux savoir ce choix. Ouais. Bon, dans la chronologie, justement, ça reste possible qu'on n'en parle pas, mais dans la toute première version, il y avait effectivement une remarque de Thiago qui disait qu'avec tous les dossiers autour du terrorisme, en fait, il n'avait pas que ça à foutre de rester à l'hôpital, quoi. Mais effectivement, il y a un moment donné, il faut choisir tes sujets. Et oui, Sophie, elle rentre dans un tunnel et ce qu'elle traverse la submerge tellement que effectivement pour elle c'est pas ça qui va la happer, quoi. Contrairement à beaucoup de personnes à ce moment-là. Mais comme on fait souvent tous, hein, en réalité si on devait regarder tout ce qui se passe dans le monde autour de nous tout le temps, voilà, on n'a pas fini. Donc oui, cela dit, et ça me fait penser que je n'ai pas répondu à l'autre question. Oui, en termes de chronologie, ce roman, ça a été un casse-tête phénoménal. Phénoménal parce que j'ai tenu à mener moi-même la même enquête que mon personnage principal. Et donc, tous les documents que je cite dans le livre sont réels. On peut tous aller vérifier, les articles, les documentaires, etc. Ils existent. Et je me suis dit, il y a un moment donné, il va falloir que je fasse coïncider la progression de l'histoire, la progression du suspense avec les faits réels. Et je me suis retrouvée, voilà, comme en plus il y a des sauts dans le temps, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir faire découvrir Sol sans trop en dire au départ, alors que le procès dont je parle, il se passe en 2017 et que ça commence en 2015. Vraiment, ça a été le casse-tête. Voilà. Donc, ça, c'est pour boucler cette boucle-là. Et alors, quant au fait que je parle de moi, je ne sais pas trop quoi te dire par rapport à ça. Je pense que peut-être déjà, bien souvent quand j'écris, je me rends compte que je prends les décisions que j'ai envie de prendre à travers ce que j'écris avant que je me le dise à moi-même dans ma vie. Comme pour Envole-moi, je racontais l'histoire d'une femme qui ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, le fait de devenir mère et qui va devoir affronter son passé pour comprendre ce qu'implique la transmission. Je suis tombée enceinte quelques mois plus tard, quoi. En me rendant compte que moi-même, finalement, je devais répondre à ces questions-là, aux questions que j'avais posées à mon personnage. Et pour ce livre-là, effectivement, dans ma vie, ça m'a conduit à me poser de nouvelles questions, à faire certains choix, à me libérer de certaines obligations que je n'avais pas forcément choisies.
Et donc, en ce sens-là, oui, tu as raison. J'étais moi-même emprisonnée. Je ne sais pas si j'étais emprisonnée comme Sol, comme Sophie, à travers certains démons, mais j'ai dû moi-même traverser un long couloir pour retrouver une forme de lumière. Donc oui, il y a encore une fois de moi, ça c'est sûr. Mais après, je ne raconte pas ma vie. Non, non, Voilà. on ressent, c'est transposé, c'est différent, mais le fait que ce soit tellement authentique fait qu'on a l'impression d'être proche de toi et qu'on ressent qu'il y a énormément de toi dedans. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, je me raconte à travers vraiment des petits détails, mais qui pour moi révèlent ces personnages. Par exemple, alors Anthony me disait hier par mail, alors je ne pensais pas que tu aurais épousé un Baptiste. Donc non, d'abord, j'ai jamais été mariée. J'ai eu plusieurs hommes dans ma vie. Il n'y en a aucun qui ressemble à ce personnage-là. Enfin, vraiment, là, pour le coup, c'est pas du tout ma vie. En revanche, alors tu n'y as peut-être pas pensé à ça, mais il y a un moment donné où quand Sophie est en Argentine et qu'elle perd un peu pied, il y a un moment qui va clore un petit peu ce tourbillon, c'est qu'elle voit un petit oiseau qui tombe d'un nid et qui meurt devant elle et qu'elle se rend compte qu'elle n'accepte pas la mort. Et ben ça m'est arrivé en fait, d'avoir un petit oiseau qui tombe d'un nid et de voir cette espèce de flaque complètement informe et de ne pas comprendre qu'un petit oiseau tout mignon qui est censé voler, bah non, en fait, il peut s'écraser. Voilà. Donc, c'est pas... Enfin voilà, c'est pas le cœur de l'enquête, c'est pas l'essentiel de l'histoire, mais ce moment-là, pour moi, il est important parce qu'il y a un avant et un après ce moment-là à Buenos Aires. Je sais pas si... C'est une scène qui m'a marquée, cette histoire de l'oiseau, parce que je l'ai vécu une fois de voir un oiseau devant moi. Ah non, et ça m'a bouleversée. Et j'étais avec mon chien, et ce qui m'a encore plus bouleversée, c'est qu'un mois après, mon chien n'était plus là. Et c'est ce moment, je le revois, quand j'ai lu la scène, j'ai revu cet oiseau, c'était à Sainte-Maxime en vacances, tomber devant moi et ne pas comprendre comment un oiseau pouvait tomber, s'écraser à mes pieds. Ouais, et tu vois, ça m'est arrivé, j'avais 9 ans, donc j'étais toute petite, hein. Enfin, mais bon, et peu importe. Et effectivement, j'étais petite et je ne comprenais pas. Pour moi, ce n'était pas possible qu'un animal qui vole tombe et meure d'être tombé. Voilà. Et pourtant, ça arrive tous les jours qu'un oiseau tombe du nid parce qu'on l'a exposé trop tôt à la liberté ou que sa maman n'a pas suffisamment fait attention ou plein de choses. Hein, mais voilà, ça arrive très, 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 très souvent. Bon, voilà, c'est un petit détail, tu vois. Mais pour moi, c'était important de disséminer des petits détails comme ça. Voilà. Et que ce soit signifiant au final. Mais c'est ce qui donne la force aussi de l'authenticité. Voilà. Et on n'a pas parlé des poissons qui se noient également. Jean-Marc, c'est à toi. Attends mon prochain roman. Bonsoir à tous, bonsoir Sarah et bonsoir Lisa. Alors moi, contrairement à Karine, je suis un lecteur de la dernière heure, hein, donc je n'avais pas lu les précédents, mais je suis arrivé avec grand plaisir et j'ai eu l'occasion de dire et d'écrire effectivement comment j'ai été moi aussi embarqué là où je m'y attendais pas forcément. Je m'attendais à apprécier, mais pas autant que ça. Donc, et notamment sur ce qui a déjà été dit à travers Karine vient de le dire, cette émotion et cette sincérité vraiment qu'on ressent hein, tout au long de la lecture du livre. J'avais une ou deux remarques et puis une question précise. La première, c'est, je reviens sur quelque chose qu'Anthony a dit tout à l'heure, c'est vraiment, je trouve que tu as été remarquablement habile et c'est pas simple, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un gros piège sur la partie historique. On lit vraiment tellement de livres qui essayent d'aborder une intrigue romancée dans une trame historique et qui se perdent dans cette partie historique, abusent des références et nous noient un peu là-dedans. Et je trouve vraiment que tu as trouvé le dosage
ne sais pas s'il faut dire parfait, mais en tout cas subtil, qui fait qu'on rentre justement dans la partie, uniquement la partie qui sert effectivement l'histoire et l'intrigue du roman. Et j'imagine que ça n'a pas dû être simple, donc là, bravo. La deuxième remarque qui va amener ma question, c'était effectivement on a parlé de quête identitaire et ce parcours, ces vies un peu gâchées des deux côtés de la planète par la destinée qu'ils ont connue. Et puis, j'ai trouvé que tous tes personnages, en fait, ils sont attachants parce que ils sont un peu handicapés dans leur relation à l'autre. Enfin, c'est notamment, je veux dire, Sophie, elle sait y faire avec personne, quoi. Elle ne sait pas y faire avec sa mère, elle ne sait pas y faire avec son père, elle ne sait pas y faire avec sa fille. On peut même dire que quand elle va en Argentine, c'est pas simple non plus. Elle ne sait pas faire avec ses collègues de bureau, ses associés. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas les clés, qui n'a plus les codes. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on retrouve ça aussi dans un autre personnage, moi, que j'ai beaucoup aimé, sans spoiler, mais qui est Nawel. Qui a effectivement les mêmes difficultés et on ne peut pas dire que sa relation avec sa mère soit super saine, ni sa relation avec les autres. D'ailleurs, il s'évade aussi sous une autre forme. Et donc, ça c'est vraiment le côté qui m'a, je crois, embarqué, ce côté relationnel. Et donc, ma question, c'est ce que j'ai aussi apprécié, c'est que, toujours sans spoiler, on n'arrive pas à la fin sur une super happy end avec la fête, les embrassades et ils vécurent heureux et je ne sais pas s'ils auraient des enfants, mais et en fait, on aurait bien envie de savoir, notamment la relation qui va se nouer, et ça amène ma question de suite, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une suite à ce livre sur la relation qui pourrait se nouer entre Sophie et Nawel, notamment, qui me semble être le binôme le plus intéressant de ce livre. Et puis surtout, tu as dit, ma question est un peu longue comme d'habitude, tu as dit que ça allait la changer et qu'elle allait retrouver son équilibre, Sophie, à la fin du livre. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant, quoi. J'aimerais bien aller plus loin et savoir comment évoluent ces relations à l'autre, comment ça se normalise ou pas. Et voilà, donc voilà, ma question est toute simple maintenant. Est-ce que tu penses à une suite? Alors, pas vraiment. Ce serait bien trop positif pour moi, tu sais, un roman avec des relations apaisées. Non, je plaisante, mais... Moi, je n'ai pas dit qu'elle devait être apaisée après. Hein. Au contraire. Je plaisante. Là, je suis dans autre chose. Maintenant, je dis, je ferme jamais complètement une porte. Il faudrait que j'ai... Enfin voilà, une vraie idée de brèche, de choses qui se passent et qui me donne envie de passer encore 2 ans avec ces personnages-là et de développer tout le reste parce que je ne pourrais pas développer uniquement la relation entre Nawel et Sophie et pas montrer les conséquences de tout ça sur les autres, etc., etc. Donc, ça m'obligerait à porter encore tout ce monde-là. Et apporter, je ne sais pas comment font les autres personnes qui écrivent, mais moi, quand je porte un livre, je porte aussi tout ce que j'ai vécu quand j'écrivais ce livre. Voilà, pour moi, quand je regarde Puisque le soleil brille encore, c'est 2 ans de ma vie, même un peu plus, et tout ce qui s'est passé dans ces 2 ans-là. Je ne suis pas sûre aujourd'hui d'être prête à me replonger là-dedans. Voilà. Mais bon, si demain j'ai l'idée, j'ai la brèche, pourquoi pas, tu vois. Voilà. Ce que je trouve génial, c'est que ce que j'entends moi dans cette question-là, c'est que tes personnages, ils existent en dehors du roman. Ils existent avant le roman, ils existent après le roman, et que tu as réussi à leur donner une telle force qu'il y a cette envie de les suivre en dehors. Et ça, c'est quand même un sacré tour de force et cette magie de la fiction qui fait qu'on a envie de les rencontrer, en fait, tout simplement. Donc, je ne sais pas si elle existera, cette suite, mais en tout cas, je trouve que cette question, elle confirme cette capacité à faire vivre des personnages au-delà des pages, quoi. Merci, alors. Donc voilà, après, quant à ta remarque sur l'aspect historique, moi, j'adore ça.
quand j'apprends des choses dans un livre, qu'il s'agisse d'histoire ou qu'il s'agisse d'un sujet que je ne connaissais pas. Enfin, j'aime ressortir d'un livre en ayant une ouverture de chakra, quoi, en ayant découvert un sujet ou en ayant découvert les subtilités d'un sujet ou en ayant découvert une partie de l'histoire. Enfin, voilà, j'aime ça. Et c'est quelque chose que je m'efforce de donner. Maintenant, je ne suis encore une fois pas historienne et j'ai toujours peur de casser la lecture de quelqu'un. Voilà, j'ai toujours peur de me dire que forcément, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi et qui me lisent, il y a des gens qui sont plus savants que moi et qui me lisent, et j'ai vraiment peur de faire la faute qui va leur couper la lecture. Donc, c'est vrai que j'essaye de me documenter le plus possible, que j'essaye le plus possible de rester à hauteur d'homme, de faire des scènes qui ne nécessitent pas une connaissance accrues de l'histoire, mais qui ne sont pas critiquables parce qu'elles sont plus sur le ressenti des personnages. Et quand voilà, à la reconstitution historique, je me suis dit, la seule chose que je peux faire, en fait, c'est de faire la même enquête que mon héroïne. Et là, je suis légitime. Voilà, c'est pour ça que je retranscris les articles qu'elle trouve, parce que c'est ceux que j'ai trouvés, c'est ceux que moi j'ai lus pour ressentir cette histoire. Et je me dis là, enfin voilà, c'est la réalité en fait. J'invente rien, c'est là. C'est écrit, c'est des témoignages d'Argentins, c'est véritablement, voilà, je ne peux pas être questionnée, remise en question là-dessus. Voilà. Et ton dernier point... C'est une sorte de porte d'entrée, en fait, pour nous donner envie d'aller peut-être un peu plus loin, chercher historiquement aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et je crois que c'est comme quand tu parles à quelqu'un qui te raconte ce qu'il a vécu et tu vois à travers ses yeux un questionnement sur l'existence qui t'a échappé ou une partie de l'histoire et que cette personne-là va être une révélation parce qu'elle va te permettre de t'intéresser. Les livres, pour moi, ce sont un peu des personnes qui te donnent accès à un monde de découvertes possibles. Voilà. Donc, on est des passeurs. Et par rapport à ta remarque sur le fait que ni Nahuel ni Sophie ne savent y faire dans la vie, ne savent y faire avec les autres, tu touches quelque chose d'extrêmement important qui est que quand une maman ne nous a pas vus, quand une maman ne nous a pas mis à notre place, on ne la trouve jamais. Et c'est vrai, et pour Sophie et pour Nahuel, pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, ce sont deux enfants que leur maman n'ont jamais vus. Voilà, psychologiquement parlant, évidemment qu'elles les ont vus, mais et elles sont, enfin, on les comprend, hein, tout cela s'explique dans le livre, mais chacun dans des travers différents. Nahuel, lui, c'est plus dans il veut s'aveugler, donc il sombre dans des addictions, etc. Et elle, Sophie, elle est plus dans une nécessité de contrôler les choses, donc elle est maniaque, donc elle a des tocs, donc elle somatise. Mais au final, c'est le même malheur qui les habite, qui est celui de vouloir être aimé de sa maman, quoi. Céline ? Oui, bonjour. Salut Sarah, je suis contente de te presque rencontrer pour de vrai depuis le temps qu'on discute. Comme Jean-Marc, j'ai découvert ta plume avec ce roman-là et j'ai aussi beaucoup aimé. Alors, moi, j'étais un peu plus sûre que j'allais aimer, donc il y avait moins de suspense. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, notamment pour... j'ai trouvé tes personnages tous très justes, donc ça rejoint tout ce qu'on a déjà dit sur toutes tes petites anecdotes, les petits riens du quotidien que tu racontes, mais qui finalement font que ça devient dans nos esprits des vrais gens. Et j'ai notamment retrouvé pas mal de la relation qui n'est pas forcément évidente avec sa sœur. Je me suis dit là, sur cet aspect-là qui m'a parlé, donc j'ai aimé ce roman. Et ma question, tu y as déjà partiellement répondu, c'était par rapport aux recherches que tu as pu faire
pour mieux connaître cette histoire qui est effectivement pas forcément très connue en France. Et au-delà des recherches, peut-être que tu as faites sur de la bibliographie, etc., est-ce que tu as échangé avec des membres de l'association des grands-mères de mai ou ce genre de personnes pour avoir des témoignages peut-être encore plus personnels et tout ça? Alors, j'ai beaucoup de mal en fait à rentrer en contact direct avec des personnes concernées. Donc non, je n'ai pas contacté de mère ni de grand-mère, mais parce que pour moi, il y a un côté un peu cachette dans l'écriture. Et si je rencontre des vraies personnes en face de moi, je me sens redevable et je me mets une pression folle qui est que je dois honorer ce qu'elles m'ont dit, je dois absolument être à la hauteur. Et moi, dès que je commence avec la légitimité et le fait de devoir être à la hauteur, je n'arrive plus à écrire. Donc, ça, je ne le fais pas parce que je commence à me connaître un peu et je me dis, vu que je me mets déjà pas mal de pression au quotidien, si je peux éviter de me mettre du béton sur les épaules, ça sera mieux. Et après, mais en revanche, on a aujourd'hui un outil qui s'appelle YouTube, qui foisonne de témoignages de gens qui s'expriment face à leur caméra, face à leur téléphone portable, qui racontent leurs histoires à leurs enfants. Enfin, c'est incroyable en fait ce qu'on peut trouver sur Internet et qui sont des témoignages. Au final, je n'aurais pas eu forcément de meilleures questions que celles qu'on pose à toutes ces personnes sur Internet. Donc, je passe énormément de temps à écouter, mais même des vidéos qui ne veulent rien dire. Hein. Ça m'est déjà arrivé de regarder des vidéos sur YouTube de téléphones portables, enfin, mais pour ressentir une ambiance familiale, etc. Bon. Et je laisse souvent défiler les playlists. Déjà parce que j'ai un problème de vue, donc effectivement, je reviens sur ce qu'avait dit Karine, mais oui, je n'ai pas les mêmes problèmes de somatisation que Sophie, sauf que moi, toutes mes angoisses s'étaient toujours mis dans ma vue. Donc voilà, la lumière, le noir, etc., je connais. Et du jour où j'ai commencé ma thérapie, moi qui avais eu 2 fois des arrêts maladie de 6 mois à 1 an, qui était restée dans le noir plus d'1 an et demi, 2 fois de suite, qui était face à des médecins qui ne trouvaient pas de solution, qui avait une vue qui s'aggravait d'année en année, où je suis malvoyante, hein, du jour où j'ai commencé ma thérapie, je n'ai plus jamais eu de crise et ma vue n'a plus jamais baissé. Donc, je suis intimement persuadée que quand on n'affronte pas nos propres démons, nos propres vérités, quelque part, ça implose. Voilà. Donc, oui, là aussi, ce qu'elle vit, ce n'est pas ce que j'ai vécu, mais en revanche, tout l'aspect sur la somatisation, c'est quelque chose qui m'est très personnel. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, donc, je laisse souvent défiler, j'écoute des podcasts, je laisse défiler des vidéos. Et j'ai été complètement happée par un documentaire qui s'appelait Identité volée, dont je parle dans le roman, qui a été diffusé sur France 24, qui était en fait pas du tout, encore une fois, un cours d'histoire, qui était le témoignage de 3 bébés volés qui venaient de découvrir, de 2 ans à peu près plus tôt, que la famille dans laquelle ils avaient grandi n'était pas la leur. Et que leurs parents, du coup, avaient trempé dans la politique ou dans les histoires de la junte, etc. Des choses qu'ils n'auraient jamais soupçonnées. Et de là, j'ai été complètement en fait chamboulée par ce documentaire pour plusieurs raisons, parce que déjà, j'adore rentrer dans l'histoire à travers les personnes. Donc là, c'était 3 portraits en fait. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient quasiment mon âge en fait. Et pour moi, c'était une des premières fois où je voyais les conséquences de l'histoire se dérouler sur mes yeux pour des personnes de ma génération. Et je me disais, mais c'est en train de se passer en fait. Sur les 500 bébés volés officiels, on en a retrouvé 119. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 400 jeunes de mon âge qui grandissent aujourd'hui dans des familles qui ne sont pas la leur.
Et je me suis dit, mais il y a une urgence d'en parler, il y a une urgence de faire quelque chose à partir de ce documentaire-là. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me renseigner davantage, à chercher des articles, à chercher des pages Facebook, à lire les commentaires. Enfin, voilà, je trouve qu'on en apprend beaucoup sur le ton des commentaires. Même si les traductions ne sont pas géniales sur les réseaux sociaux, on comprend à peu près les obsessions des personnes, on comprend à peu près leur positionnement dans la vie, dans la façon dont elles s'expriment. Voilà. Rita? Oui, bonjour Sarah, bonjour Lisa, bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir de t'écouter aujourd'hui. Et donc, comme tu le sais, j'ai lu ton livre, je l'ai adoré de bout en bout. On y trouve effectivement cette histoire poignante, mais pour moi, au-delà de l'histoire, et je confirme à mon tour ce que tout le monde a dit précédemment, on a aussi et surtout tous ces personnages, ces scènes de vie en fait, qui nous permettent en tant que lecteurs de nous projeter en fonction de notre vécu, peut-être de près ou de loin, mais il y a énormément de passages qui ne peuvent que toucher le lecteur et donc en fait qui m'ont touché profondément en tout cas. Et donc, finalement, après avoir terminé le livre, je me rends compte, et c'est peut-être une impression, que la femme, en fait, est finalement au centre du roman. Et quand je dis la femme, c'est la femme, la sœur, la mère, la fille, et je reviens sur le rôle de la mère qui est si justement décrit avec, en tant que le plus merveilleux, mais aussi le plus complexe des rôles. Ma question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui a été voulu et peut-être je pense aussi au passage à ton précédent livre Envole-moi où on a aussi la femme qui est au centre du roman, ou est-ce que je me suis tout simplement projetée et, par rapport à ce qui me touchait le plus, mais et dans les deux cas, pour moi, c'est réussi. Bravo pour ce livre et merci. Merci Maguita. Non, tu as tout à fait raison. Et alors, ça fait partie des sujets où je réalise après coup que j'arrive pas à parler d'autre chose que du lien maternel, en fait, et des relations entre femmes. Pas forcément sexuelles, mais entre sœurs, entre une mère et sa fille, etc. Et je me suis rendu compte, c'est dans une interview en fait, qu'un journaliste m'a fait remarquer ça, que tous mes romans parlaient de la transmission et du lien maternel, chose que je n'avais pas du tout réussi jusque-là à verbaliser. Dans mon premier roman, c'est une petite fille qui concrètement part à la recherche de sa mère. C'est dans l'immédiate après-guerre, sa mère a été déportée, elle s'est imaginée une mère fabuleuse, géniale, aimante pendant tout le temps qu'elle était cachée. Et forcément, quand on sort des camps, on n'est pas une maman aimante, enveloppante et chaleureuse. Et donc, elle tombe malade et la petite est envoyée au bout du monde et elle veut absolument retrouver sa mère. Donc, c'était finalement, tout s'est joué là, vouloir absolument retrouver sa mère. Mon deuxième roman, donc Le Cas Zéro, qui a été à tort présenté comme un thriller psychologique, en réalité, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu sa maman d'une maladie très grave à 12 ans, qui était immigré et qui s'est juré de réparer ça. Et donc, il est devenu médecin et il est face à un dilemme impossible pour lui, qui est l'arrivée d'une maladie qu'on ne connaît pas. Il va être de nouveau papa et il ne sait pas s'il doit choisir entre protéger sa famille ou faire la seule chose qui donne un sens à sa vie, c'est-à-dire soigner. Parce que c'est ancré en lui qu'il n'a pas pu sauver sa maman et qu'à partir de là, il faut qu'il sauve toutes les autres personnes. Envole-moi, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, le lien entre les mères, les filles, dans le sens du passé comme celui du futur. Et là, c'est encore une réflexion sur notre identité. Et notre identité est liée à notre filiation. Donc, quand ça, c'est bancal, on se construit de façon bancale et qu'est-ce qu'on peut donner à la future génération. Et oui, ça m'intéresse, toutes les rivalités qu'on peut avoir dans une même famille. Alors,
entre femmes, mais pas que. Il se trouve que là, il y a 2 sœurs et il y a quand même un père qui est très présent. Mais oui, les mères, les filles, c'est le cœur du roman. Et voilà, c'est vrai que je me suis toujours demandé, moi, si ma sœur n'avait pas été ma sœur, je ne suis pas sûre qu'on aurait été amis. Je ne suis pas sûre qu'on aurait fréquenté les mêmes cercles. Si ma mère n'avait pas été ma mère, enfin, au-delà de la différence d'âge, on ne se serait pas fréquenté non plus. Donc, il y a vraiment ce côté fascinant dans la famille de comment c'est possible d'aimer autant des personnes qui nous auraient soit laissé indifférents, soit véritablement énervés si elles n'avaient pas été obligées d'aimer, quoi, obligées d'être aimées. Voilà. Et effectivement, le lien entre Sophie et Aurélie est très compliqué parce qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Et à la fois, pourquoi est-ce qu'on devrait se ressembler quand on est sœurs? Voilà. On n'est pas obligé, mais même dans la vie, on dit toujours que on doit aimer les gens qui nous ressemblent. Je trouve ça complètement faux. Pourquoi il faudrait se ressembler? Le gros problème, c'est que on est beaucoup à craindre la différence. Donc le côté où on aime les gens qui nous ressemblent, c'est pour se rassurer soi-même, pour rassurer notre petit ego et notre peur de ne pas gérer la différence de l'autre. Quand on a accepté au plus profond de soi-même que oui, on peut tout à fait aimer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous et que ça ne remet pas en question notre lien et que chacun est libre de penser. Enfin, voilà, c'est un long cheminement psychologique, mais une fois qu'on est OK avec ça, la ressemblance, elle n'est pas obligée pour conditionner l'amour. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ma réponse. Ça a l'air. Rita ne bouge plus, c'est bon. Non, c'est parfait. Merci. Val, c'est à toi. Alors, au-delà du fait que c'est un roman qui parle de femmes à des femmes, moi qui ai lu tes 3 romans précédents plus celui-ci, dans celui-ci, j'ai trouvé une écriture musclée, très, toujours aussi précise, toujours aussi percutante, toujours aussi proche, qui nous permet vraiment d'entrer, mais j'ai aussi trouvé un côté très masculin. Et quand j'en parlais avec Arnaud, même si j'ai dit Prums très vite pour le lire en premier, je lui ai dit, ça c'est un livre, tu vas entrer dedans les yeux fermés, c'est vraiment, il y a vraiment une place aussi pour les hommes. Et je trouve que tes personnages masculins dans ce roman, alors que si on pense au cas zéro, ton héros est un homme, mais dans ce roman-là, la place que tu as fait aux hommes de ce roman sert à montrer toute cette ambiguïté qu'il y a dans les personnages féminins, sert leur paradoxe, sert leur difficulté peut-être à être des femmes complètement épanouies, complètement sûres d'elles. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. Et j'ai très envie de militer pour dire que ce n'est pas un livre réservé au lectorat féminin. Mais messieurs, lisez-le, vous allez vraiment y trouver votre compte. Non, blague à part, mais je pense sincèrement ça par rapport à tes autres romans. Celui-ci, j'ai vraiment cette sensation qu'il a touché une sorte d'universalité et c'était très, très, très plaisant. Merci beaucoup. Non, effectivement, j'ai pas l'idée d'écrire pour des femmes ou pour des hommes. Puis je crois, enfin, moi j'ai toujours peur des généralités. Voilà, il y a des hommes très sensibles à la psychologie, il y a des femmes qui ne le sont pas du tout. On peut être une femme et être forte physiquement, on peut être un homme et ne pas l'être. Non, enfin voilà, je trouve que défendre les inégalités, la cause féminine, etc., ça implique de comprendre le monde dans lequel on est et pourquoi il y a des différences. Et donc, ça implique de comprendre aussi au mieux ce que c'est d'être un homme et ce que ça implique dans notre société. Et moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'aller vers la paix
quel que soit le conflit. Et je trouve que ce qui nous laisse entendre que pour obtenir gain de cause, on a besoin de créer le conflit et de monter des groupes les uns contre les autres, ça ne fonctionne jamais en fait. Il faut au contraire trouver ce qui rassemble. Et ce qui rassemble les hommes et les femmes, c'est leur humanité et c'est les problèmes que chacun rencontre. Un homme, il est autant confronté à sa quête identitaire qu'une femme. Donc je pense qu'effectivement, ça parle à tout le monde. Enfin, j'espère. On confirme, les hommes présents, même s'ils sont les derniers mohicans du lectorat mondial, mais on confirme que ça marche aussi sur les hommes. Bon, t'as vu comment elle est névrosée, Anthony? Tu crois que ça ne lui parle pas, les névroses? Sylvie? Oui, bonsoir Sarah, bonsoir tout le monde. Je voulais juste déjà préciser qu'on a fait cette lecture en lecture commune à quelques filles. Désolée, il n'y avait pas de garçons dans notre lecture commune. Et je voulais te dire ce qu'il s'est passé pendant cette lecture commune parce que ça a été assez surprenant. Je pense qu'il y a une bienveillance qui se dégage de ton livre qui est extrêmement importante et enveloppante pour les lecteurs. Et en fait, on s'est parlé de choses de notre vie personnelle et de points qui résonnaient en nous dans ton livre. Ça ne m'était jamais arrivé dans une lecture commune. Donc, je voulais que tu le saches parce que ça a été un très, très beau moment pour nous. Voilà. Et puis, donc, j'avais une question. Sinon, c'est le choix de la couverture, le choix de cette photo. Alors, encore une fois, Cécile, dont Lisa a parlé tout à l'heure, est quelqu'un de très important dans notre trio éditorial. Et ça a été compliqué, cette couverture. On n'était pas du tout parti là-dessus avec Lisa. Puis au final, ce qu'on avait pressenti n'était pas très bien reçu dans la maison et parmi les représentants. Et Cécile a bossé pendant le confinement avec son compagnon qui est graphiste et ils nous ont proposé cette photo. Et là, finalement, on est tous tombés d'accord, quoi. On s'est dit, en fait, elle veut tout dire, cette photo. Elle raconte complètement ce roman. Et on n'avait pas encore le titre arrêté. Et quand j'ai vu cette photo, on s'est parlé avec Lisa, donc la conversation que je vous ai racontée tout à l'heure. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, il y a cette ombre, il y a cette ombre un peu mensongère, il y a le soleil, etc. Donc, on est arrivé à une première couverture qui était à l'époque à l'endroit. Et puis, ça n'allait pas encore, on ne trouvait pas la bonne couleur pour le titre, on n'avait pas la bonne police, etc. Je ne sais plus exactement à quelle période c'était, mais bref, un jour, je reçois un mail de Cécile qui me dit « Et ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je vois cette couverture finalement à l'envers, où l'ombre prend beaucoup plus de place que la silhouette. Et je me dis, mais en fait, c'est dingue, c'est la première fois que ça m'arrive d'être en face d'éditeurs qui ont compris mon livre et qui le suivent jusqu'à la couverture. Jusqu'ici, on m'a toujours demandé de trouver moi-même des couvertures, alors que ce n'est pas mon boulot, qu'il n'y a rien de pire pour un auteur que de lui demander de raconter son livre et de trouver la couverture qui va avec. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un cauchemar. Et là, j'étais en face de personnes qui avaient mieux compris que moi, en fait, la substance, voilà, de comment notre part d'ombre peut prendre le dessus, qu'on en ait conscience ou pas. Et c'est vrai Lisa, on s'est tous dit, bah, ouais, c'est évident. Absolument, il y a eu cette espèce d'évidence, effectivement, le sentiment d'évidence sur cette photo renversée. Et il y a quelque chose qui était important pour nous, et ça, je crois, il me semble, alors maintenant, comme toi, Sarah, je ne sais plus exactement à quel moment c'était du processus et tout, mais je crois que cette idée de dualité, enfin de double, d'ombre et de lumière, etc., était un truc qu'on voulait travailler dès le départ, en fait. Y compris dans une précédente version de la couverture, et que c'était important de raconter
de dire ça, en tout cas à travers le visuel, de dire les ambiguïtés qui sont à l'intérieur de Sophie, de dire aussi les deux personnages de Sophie et de Sol. Voilà, il y avait quelque chose vraiment, je trouve, dans le texte sur plein d'aspects qui était dans cette idée de double et de dualité. Et effectivement, que donc, le compagnon de Cécile, briefé par Cécile, cette formidable Cécile, a réussi donc à exprimer à travers ce visuel-là et à travers ce jeu d'ombre et de lumière. Et je trouve que cette couverture, elle raconte plein de choses sans imposer d'image. Et ça, moi, c'est un truc qui me tient à cœur, c'est que je trouve que c'est toujours difficile sur les couvertures de mettre un visage parce que ça impose dans la lecture aux personnages, alors qu'on a envie de les imaginer, une image beaucoup trop précise. Et que là, ça permettait de dire plein de choses avec ce mouvement, ces ombres, ces lumières, cet effet de matière aussi qu'on a un peu. Dans cette image qui colle très bien et qu'on a travaillé avec cette typo qui là aussi joue avec les couleurs du drapeau argentin, avec ce bleu et ce blanc qu'on retrouve. Donc voilà, il y a plein de choses. Une fois qu'on a lu le livre, en fait, on relit, je crois, cette couve en y trouvant plein de sens. Et en même temps, je crois qu'elle est assez belle pour accrocher sans avoir lu le livre. Oui, c'est ça, mais on la comprend vraiment juste à la fin, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est Julien Vermèche, la couverture. Ouais. C'est ça? Oui. C'est ça, le graphiste. Il mérite qu'on le cite. Tout à fait. Puisqu'elle elle est magnifique. Merci Sylvie, parce que tu m'as dit quelque chose qui me touche énormément, que ça a suscité des discussions sur l'intime entre vous. Et je crois que dans la vie, on se drape toujours dans des apparences, et que la lecture, c'est aussi ça. C'est aussi rentrer dans l'intimité de ce qui se passe dans nos têtes, de ce qui se joue entre les personnes, et parfois de voir cet écho, ça peut libérer. Voilà, on est tous humains, on traverse tous des épreuves à un moment ou à un autre dans nos vies. On ne sait pas très bien ce qu'on fait là, on ne sait pas très bien pourquoi il nous arrive ça ou il nous arrive ça. Et à un moment donné, ça fait du bien de baisser les armes. Et de se dire que, voilà, de toute façon, on va tous au même endroit. Donc, voilà, ça ne sert à rien d'appréhender la vie comme un combat, d'être dans de la comparaison. Et quand on met ça de côté et qu'on se recentre sur les émotions, on a l'impression de toucher une vérité du doigt. Voilà. Et moi, j'ai eu un passé où j'étais entourée de personnes avec qui c'était très conflictuel. Et souvent, quand on est dans la colère, on essaye de se ramener aux faits. Voilà, mais si, tu as fait ça, mais non, tu n'as pas fait ça, etc. Et une fois en séance, ma thérapeute, il y en a qui ne sont peut-être pas convaincus par la thérapie, etc. Pour moi, je ne comprends pas en fait qu'on n'aille pas avoir de psy dans la vie, parce que je perçois directement chez les gens les névroses, les schémas répétitifs, etc. Bon, en même temps, ça fait 10 ans, donc je commence à m'y connaître. Mais bref, on fonctionne tous comme ça. Et elle me disait, mais en fait, la vérité, ça n'existe pas. Donc, quand vous êtes dans une confrontation de faits, ça ne peut pas aboutir. En revanche, là où personne ne pourra vous reprocher et où vous entamez une conversation, c'est quand vous parlez de ce que vous avez ressenti par rapport à ces faits. Voilà, tu n'as peut-être pas dit ça ou tu n'as peut-être pas fait exactement ça. En revanche, je me suis sentie triste à ce moment-là. Personne peut vous le reprocher, ça, puisque personne n'est à votre place. Donc, vos émotions, elles vous appartiennent. Et à partir du moment où on partage ces émotions, on n'est plus dans un combat. On est déjà vers l'autre, même si on est encore au sein d'une dispute. Et voilà, je m'éloigne un petit peu. Mais Non, mais le partage d'émotions, en tout cas dans la lecture de tes livres et dans les rapports qu'on a avec toi aussi, il est énorme. Il est énorme. Il a été énorme quand j'ai lu le cas 0.
pour d'autres raisons, mais à chaque fois, on trouve une raison. C'est ça qui est spécial, c'est qu'à chaque fois, on trouve une raison et on se dit, c'est pour ça qu'elle me touche. Et je trouve ça assez extraordinaire. Et comme vient de le marquer Pauline sur le chat, en effet, on était en pleurs toutes. Mais on avait toute notre raison de pleurer. Et on a pu se le dire et on a pu pleurer ensemble, on va dire ça. Voilà. Donc, voilà ce que nous a fait ton livre. Je devrais peut-être aller voir Kleenex pour être sponsorisée. Merci. Merci à toi. Avant de passer aux 2 prochaines questions, on fait une petite photo, parce que j'aime bien les petites photos avant la fin. Et d'ailleurs, Sarah, tu nous prépares un petit extrait pour tout à l'heure, c'était bon? Ouais, ça démontre ton côté organisé dont faisait l'éloge tout à l'heure Lisa. Hein. Il y a même des envols-moi. 3, 2, 1. C'est vrai, on a les petites lunettes parce que ça brille encore. 3, 2, 1. Yes, parfait. Merci. Alors, c'est à Rita. C'est à toi. Alors, ma question est très courte. Est-ce que la traduction pour publication en Argentine serait envisageable, prévue, une idée, un projet? On n'est jamais contre. Après, il faut qu'une maison argentine l'ait lu et en vie. C'est compliqué. Là, on sort d'une période Covid où la plupart du temps, en fait, ça fonctionne avec des agents. Lisa, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tout ça se fait beaucoup dans des foires. Et vu que les foires du livre internationales, elles ont été toutes un peu interrompues ces derniers mois, je ne sais pas quand est-ce que les prochaines vont reprendre. Et là, on va dire que je ne vais pas être seule sur la liste, quoi. Et que les maisons d'édition argentines sont comme toutes les maisons du monde. Elles ont beaucoup de bouquins à publier, donc il va falloir convaincre. Mais ouais, j'aimerais beaucoup. Puis alors, tu sais, si on veut m'inviter à parler de ce livre en Argentine, je ne suis pas du tout contre. Eh bien, tiens, bien sûr. Le Vlil Argentina. Tiens, l'utile à l'agréable. Hein? Voilà. Très bien, le message est passé. Isabelle? Oui, alors du coup, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Donc, je rebondis complètement sur ce qu'ont dit Rita, Val et Sylvie sur les résonances que tu arrives à créer en fait. Et du coup, ça touche des points, comme disait Sylvie, à la fin du premier extrait, en fait, on avait toutes énormément d'émotions sur des sujets, en fait, il y avait plein de petites, parce que c'est ce qu'on disait, en fait, depuis le début, tes personnages, en fait, sont des petites choses du quotidien, et en fait, ça renvoyait à chacune quelque chose de précis, et alors, d'autant plus qu'effectivement, on ne se connaît encore pour la plupart pas en vrai. Il y en a qu'on a un petit peu croisé, puis en fait, on s'est découvert vraiment en ville. Donc, et du coup, là, il y a plein de choses qui sont sorties super intimes, super douloureuses, belles, et du coup, plein d'émotions. Donc, c'est vrai que c'était... Et c'est pour ça, Val disait, c'est aussi un livre pour les hommes, Benoît confirmait. Oui, parce qu'en fait, vraiment, ça peut toucher tout le monde. Il y a plein de... C'est comme une étoile, c'est comme une étoile, c'est comme un soleil, avec plein de rayons. Et en fait, chacun trouve le sien. C'est ça qui est vraiment très, très beau dans ce livre et qui fait que tout le monde s'y retrouve, en fait, à un moment ou à un autre. Moi, je voulais revenir sur la couverture. 2 secondes. Excusez-moi, on est passé à autre chose, mais parce que en fait, la première fois que je l'ai vu, moi, j'y ai vu en fait l'ombre d'une petite fille et avec la femme en dessous. Et en fait, donc ça renvoie un peu aux enfants disparus. Et en fait, c'est toujours cette femme en fait. Donc, et elle est vraiment extraordinaire. Du coup, cette photo, elle ne pouvait pas mieux illustrer en fait le sujet du livre. Et en fait, c'est effectivement, comme disait Sylvie, à la fin qu'on la regarde et qu'on se dit, en fait, c'est la femme et la photo est inversée. Et je trouvais ça génial. Voilà. Non, mais c'est très ambigu parce que oui, c'est à la fois la double identité de Sophie, c'est à la fois la dualité avec Sol, c'est à la fois l'enfant en nous. Et comment on se construit en fait sur des secrets, sur des ombres, tout à fait.
et bien souvent, nos peines d'adultes sont liées au chagrin qu'on n'a pas consolé de l'enfant en nous. Voilà. Et donc, ce côté ombre d'une petite fille est très important aussi parce que la peine de Sophie, objectivement, elle a tout pour être heureuse quand ça commence. Ok, elle a divorcé parce qu'elle l'a voulu, mais elle a une petite fille, elle a un cabinet qui marche, elle a des moyens, elle a des amis, elle a une famille. Enfin, ça pourrait aller. Sauf qu'il y a en elle une petite fille qui n'arrête pas de pleurer, quoi. Et il y a une petite fille qui a besoin d'être consolée. Et voilà, c'est cette petite fille qui n'est pas à sa place. Donc, mais comme pour la plupart d'entre nous, faites un câlin à l'enfant vous-même. Non, mais bien souvent, nos peines d'adultes, en fait, sont les peines de l'enfant qu'on n'a pas consolées, quoi. Voilà. Bon, eh bien alors on va terminer cette merveilleuse rencontre avec la lecture de ton extrait, Sarah. Alors attends, il faut que j'allume la lumière, parce que moi je suis gleuse. Je prenne. Voilà. J'avais même mis un marque-page et tout, hein. Très organisé. Donc, ne surjoue pas non plus. Ne surjoue pas. Ah non, mais là, tu m'as... Pardon. Sophie, samedi 12 mars 2016, Paris. Aurélie vient de partir. Elle rentre chez elle dormir quelques heures et reviendra demain matin. Je la relais au chevet de notre père. Je m'approche de Thiago, colle ma chaise à son lit. Je n'ose pas le toucher, j'espère simplement qu'il sent ma présence. Je chuchote à son oreille. Je suis là, papa, c'est Sophie. Je suis avec toi. Il gémit. Tu as mal ? Il gémit encore, mais il me semble que ça veut dire non. J'ai l'impression qu'il lutte, il veut rester auprès de nous. Il n'en a pas fini de son rôle de père et je me sens coupable. Je n'ai pas su l'apaiser, lui faire comprendre que malgré la douleur, nous serons fortes et nous continuerons. Alors je me penche davantage, ravale mes larmes et lui dis qu'il peut s'en aller, qu'il a été parfait, que je ne l'oublierai jamais. Il restera mon modèle, mon papa adoré. Cette maladie, il n'en est pas responsable et il a le droit au repos, droit à la légèreté. Il ne mérite pas cette souffrance, il peut abandonner. Parmi les magazines que ma sœur a laissés, j'aperçois un exemplaire de National Geographic. La savane avec un lion en couverture. Je feuillette les pages jusqu'au reportage. Je décris les paysages à mon père, lui demande d'oublier où nous sommes. Nous partons en Tanzanie. Il y a des zèbres, des singes, des éléphants. Une lionne prend son bébé dans sa gueule et le lèche en le serrant entre ses pattes. Les gnous parcourent les terres cramées sur des kilomètres. Un nuage de poussière les enveloppe. Puis nous sommes au milieu du cratère du Ngorongoro, dans la partie orientale de la vallée du Grand Rift. La saison des pluies est terminée. Un velours verdoyant a recouvert l'Afrique. Le soleil brille, les gazelles courent, les girafes observent la plaine par-delà les pins parasols. Nous sommes au cœur de l'humanité, là où l'homme est né. Là où tout a commencé, papa, et où l'histoire peut se terminer. Mon père grimace, ouvre les yeux et me fixe. Son regard est affolé. Il déploie des efforts surhumains pour me dire quelque chose. Reste tranquille, papa. Il insiste, bafouille, je ne comprends rien. Tu veux de la morphine, un oreiller ? Je ne sais plus quoi faire. Je me penche pour appeler l'infirmière. Il me retient. Essaie encore. Je ne t'entends pas, papa. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai l'impression de le torturer. Je suis là, je ne te laisse pas. Sa paume est humide quand il serre ma main. Pardon, parvient-il enfin à articuler. Pardon de quoi ? Pardon, répète-t-il. Je ne peux plus me retenir. Mes larmes forment des taches sur ma chemise bleue. C'est pas ta faute, papa. Je répète ces mots jusqu'à m'épuiser. Mon père se détend enfin. L'horloge affiche 20 heures. Je dois descendre appeler Lisa. Baptiste est chez bas la garde, mais elle a besoin que je lui raconte une histoire avant de dormir. Je reviens vite, dis-je en fermant la porte. Quand je remonte, je comprends aussitôt que quelque chose ne va pas. Une infirmière est postée devant la porte et tente de me retenir. C'est terminé, me dit-elle navrée. Je me dégage de son étreinte. Mon père a l'air paisible. Il ne souffre plus. Je demande à l'infirmière de me laisser un moment avec lui, la supplie de ne pas l'emmener tout de suite. Bientôt, je téléphonerai à ma sœur.
à Baptiste et à tous les autres. Bientôt. Je m'assois près de Thiago, serre sa main. Elle est déjà un peu plus froide, lourde. La peau de son visage a pris une couleur de cire. Mon père est mort. Merci. Bon, voilà, pour finir la soirée. De façon très gaie. Voilà, c'était parfait. C'était dans ton thème de prédilection. Prout, caca, on se change les idées, non. Bon, eh bien, merci. Merci à toutes les deux. Il est déjà tard, le couvre-feu arrive, pour Lisa notamment. Donc, merci d'être restée jusqu'au bout. Merci infiniment à toutes les deux. Et puis, on n'a pas parlé de ton prochain roman, celui sur lequel tu travailles actuellement. Si tu veux peut-être en dire 2 mots. Non, pas du tout. Non. Non, mais je suis en plein dedans, donc je peux pas en parler. Et puis, c'est la première fois que j'ai du mal parce qu'il y a eu plusieurs confinements, parce qu'il n'y a pas eu de crèche. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est que je suis toute seule avec ma fille, donc c'est très compliqué d'avoir du temps en ce moment. J'en souffre beaucoup, donc je ne veux pas me mettre davantage de pression. Je suis à fond. J'y pense tous les jours. J'avance comme je peux et j'en parlerai quand je pourrai en parler. Voilà. Très bien. Parfait, que je veux pas. Hein. Ouais, on a compris. Merci à toutes les deux. Et puis, voilà. Encore une fois, des sujets évidemment sur les émotions, la psychologie, l'intimité. Voilà. Je ne vais pas raconter. Voilà, ce sera autour de l'humain. Voilà. Toujours, évidemment. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde et bravo pour ce roman une fois de plus. Je voulais quand même vous dire que je suis très émue parce que Anthony m'avait parlé de ce projet de faire des villes avant que ça arrive. Et je trouve que c'est... il y a des gens que je connaissais des réseaux sociaux, mais qui ne se connaissaient pas forcément entre eux. Et je vous ai vu former petit à petit une sorte de famille et je trouve ça génial. Voilà. Donc, je suis très contente pour vous que vous ayez ce rendez-vous. Bravo, Anthony, de continuer à le mener et je trouve ça très émouvant. Voilà. Merci. Tant que tu écriras, je continuerai. Si je peux me permettre, on n'a pas évoqué, Sarah, mais la petite place toute particulière justement que tu fais dans les remerciements aux blogueurs, en tout cas à ceux avec qui tu as eu l'habitude d'échanger et qui était, pour ma part, la chance d'en être, donc mon petit moment de fierté, mais j'ai trouvé que c'était hyper émouvant et hyper honorable de ta part d'avoir eu cette petite pensée et nous avoir mis là. Donc, merci d'avoir fait ce petit geste. C'est très dur d'écrire des remerciements. Enfin, moi, j'admire en fait les auteurs qui sont capables d'écrire 3 lignes parce que moi, je crois qu'on n'est rien sans les autres et que la plupart des personnes, toutes d'ailleurs, que je cite, moi, je n'ai pas forcément beaucoup d'abonnés, mais j'échange, alors pas tous les jours, hein, mais avec toutes les personnes qui me suivent à tour de rôle, etc. Et il y en a qui ne se rendent pas compte à quel point j'ai eu des périodes très compliquées ces derniers temps et voilà, il y a des personnes que je ne connais pas forcément, que je reconnaîtrais peut-être pas dans la rue, mais qui ont eu un jour un mot et qui ont compté, tout simplement. Et je ne vois pas pourquoi je parlerais d'amis avec qui je parle peut-être moins que des personnes que je ne vois pas au quotidien, mais qui pour le coup, ont été dans ma vie. Donc voilà, soit on remercie ceux qui nous entourent et qui font qu'on est nous, et dans ce cas, faut toutes les citer, soit on ne le fait pas. Enfin, c'est mon point de vue. Parfait. C'est vrai, Céline a raison. Bravo, parce que c'est rare hein, pour le coup, donc bravo. Et merci surtout. Merci de nous compter dans ton cercle. Du coup, tu as réuni toute la famille quand même dans ces remerciements. C'était d'autant plus chouette, je trouve.
Ouais, je pense que Lisa et tout le monde, ils se sont bien arrachés la tête parce que je reprenais et tout. Ah mince, j'ai oublié quelqu'un, au secours, au secours. Hein, la pauvre Cécile, je crois qu'elle m'a pris pour une tarée, mais c'est pas grave. Si, j'ai une dernière petite surprise. Donc, je crois qu'on est 25 ou 27, je ne sais plus très bien. Donc, je vais compter dans ma tête. Je fais défiler machin et Anthony, tu vas me dire stop et le numéro par ordre alphabétique, bah, tu regarderas la liste par ordre alphabétique et le numéro que tu me sortiras, et ben, c'est celui qui gagnera le super t-shirt que j'ai fait. Donc il existe en débardeur ou en t-shirt, voilà. Magnifique, Et magnifique. un numéro Allez, direct. Donc je compte dans ma tête et tu me dis stop. si c'est moi, je prends le débardeur comme le tien. On veut la Allez, on y photo. va. Allez, on y va. Tu me Crochinville, c'est toi. Tu commences là? Tu comptes? Oui. Ok, d'accord, oui. T'es Ça déjà fait à 10 90 minutes là. qu'elle compte. Allez, C'est stop! la troisième série. Ah merde, non, alors, Ah là recommence. là. Stop! 17. Donc, tu 17. regardes par ordre alphabétique la personne 17. Alors, tu n'es pas obligé de le dire maintenant, tu le feras plus tard. Et Ok, j'enverrai le t-shirt ou le débardeur. Voilà. magnifique, c'est adorable. Parfait. Merci Sarah, merci Lisa, merci infiniment. À très vite et Merci bravo encore, bravo pour Bye. ce roman. Il est extrêmement Lisa, beau. d'être venue. Bonne soirée. Merci Au revoir tout Sarah. le monde. Bonne À soirée. Bonne À soirée à bientôt. tous. Merci Sarah, merci Lisa, merci Anto, bonne soirée. Salut. À bientôt, soirée. Sarah. Salut, Anthony. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonsoir. Bon appétit, Céline. Comment je dis